merci à tous d'être là aussi nombreux. J'ai su que vous aviez refusé même du monde, tellement il y avait de personnes qui voulaient venir. Donc ça me fait très plaisir d'être ici à Dax après 4 ans. 4 ans qui sont tellement vite passés. Et en venant, j'étais dans le train et je pensais à Jacques et Odette qui étaient venus me chercher la dernière fois sur le quai de la gare. Il n'y avait pas ce grand soleil, il y avait du brouillard et c'était la nuit. Et je cherchais dans mon téléphone et je retrouvais ce mail de Jacques qui date de mars dernier et qui était intitulé Quo non ascendet, voilà, et qui veut dire en fait jusqu'où montera-t-elle. Et c'est la devise de Fouquet, voilà, le petit écureuil. Alors, j'ai relu ce mail et avec beaucoup d'émotions parce que Jacques revenait sur beaucoup d'épisodes à la fois de la vie d'Ifrap, de sa vie, mais aussi de ma vie. Et puis il disait se souvenir des rencontres du lundi qu'on avait au tout début des années 2000, que Bernard l'avait invité à l'Ifrap et que Bernard m'avait fait venir en réunion avec lui et qui disait qu'il voyait qu'il me destinait à des fonctions de responsabilité, qu'il se souvenait de ce dîner débat au cercle où mon père était venu. Et qu'il était très content de ce livre On va dans le mur, voilà. Et il disait qu'il était particulièrement heureux de cette montée de l'Ifrap et il concluait en disant « Continuez, chère Agnès, avec votre équipe, à poursuivre ce travail incomparable dont l'impact va croissant. » Voilà. Je voulais vous faire partager ce message parce que finalement c'était hier. C'est aussi le sujet d'aujourd'hui et je dois dire que aussi bien Bernard que Jacques, qu'Alain, que beaucoup de ceux qui étaient déjà là depuis longtemps sur ces questions d'évaluation des politiques publiques m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup encouragé et c'est aussi pour ça et grâce à eux que je suis là et je pense que je leur dois cette reconnaissance et puis cette admiration. Alors je voudrais lui dire, Jacques, oui, on va continuer, vous inquiétez pas, le travail continue et pour nous c'est fondamental de savoir qu'on est soutenu partout, à travers toute la France. C'est le cas aujourd'hui. La semaine dernière j'étais à Chalon-sur-Saône, la semaine d'avant et les semaines d'avant je suis allée partout, à Dunkerque, à Poitiers, à Angoulême, à Royan, à La Baule, à Lille, à Toulouse, à Strasbourg, à Metz, voilà, enfin, j'ai sillonné la France dans tous les sens, j'ai fait énormément de kilomètres suite à ce livre On va dans le mur parce que ça a été un déclencheur. Les Français, je crois, sont un peu, en ce moment on le voit, déboussolés et ils ont besoin qu'on leur parle de ce qui se passe dans leur pays. Ce livre, On va dans le mur, il a atteint aujourd'hui à peu près 60 000 exemplaires vendus. Pour un livre de ce type-là, c'est considérable, mais ce n'est pas encore ce qu'il nous faut pour changer entièrement l'opinion publique. Et donc, on en parlait avec Patrick en venant dans la voiture, on a fait une partie du chemin, c'est une toute petite partie encore. Hein. Donc il va falloir continuer et pas lâcher l'affaire. Ce que je note avec ce livre, c'est un engouement incroyable hein, pour nos analyses de l'Ifrap, pour nos idées. C'est à la fois des médias, mais c'est aussi tout le monde en France, toutes les associations qui demandent qu'on vienne, qu'on intervienne, qu'on les éclaire. C'est les MEDEF territoriaux qui ont besoin qu'on leur parle d'entrepreneuriat, de réforme de la fiscalité, de réforme de la dépense publique, etc. Donc moi je crois énormément en un sursaut de l'opinion publique française sur toutes ces questions. Et donc notre rôle à nous c'est de le préparer. Et avec ma petite équipe de la Fondation Ifrap, on n'est pas très nombreux, on est une douzaine d'équivalents temps plein, mais on travaille au quotidien à toutes ces questions d'arrache-pied.
On va sortir 12 grands travaux en partenariat avec Le Figaro et RTL dans les prochains mois. Ça passe par la réforme du Code du travail, la réforme de la fiscalité, la baisse de la dépense publique, la baisse de la fiscalité évidemment, mise en place de freins à l'endettement sur le modèle suisse et suédois, avec objectif de zéro déficit. Ça passe par la réorganisation des collectivités locales, par la réforme de fond en comble de l'éducation nationale et de la santé et des retraites. Voilà, c'est 12 travaux d'Hercule. Hein. On est sur le pont pour 1 an et demi de travail très important, avec en plus la sollicitation permanente des différents candidats à la primaire, des différents candidats qui sont en campagne en ce moment pour les régionales. Et je crois qu'on a réussi à impacter un peu la réflexion politique dans le sens où on voit que les candidats qui apparaissent aujourd'hui les plus crédibles sont ceux qui annoncent quand même plus d'économies que de dépenses. Hein. Alors c'est pas encore notoire par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier, mais nous on a fait toute une analyse en regardant ligne par ligne les économies annoncées et les dépenses supplémentaires annoncées. On voit bien que là où l'union de la droite et du centre annonce que des dépenses supplémentaires, les candidats se font enfoncer complètement. Hein. Et que quand ils sont dans une logique un peu meilleur gestionnaire, ils ont quand même encore une chance de l'emporter le week-end prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une attente énorme sur la baisse de la pression fiscale dans les territoires et par rapport aussi à la question du chômage. Et quand on croise à la fois les cartes de la fiscalité et du chômage, j'ai écrit dans le Figaro cette semaine sur le sujet, on voit que c'est là que le vote Front National fait le plus des mules. Pourquoi? Parce que les gens sont désespérés. Hein. Et ça c'est très important, notamment en PACA et Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, on est à 12,4% de chômage. On est sur des régions très mal gérées, avec des très forts taux d'absentéisme. On est à 35 jours d'absence par agent et parent dans les éléments de la région en Nord-Pas-de-Calais. On est sur un temps de travail qui est largement inférieur aux 35 heures travaillées, puisqu'au lieu des 1607 heures, on est sur 1560 heures. Et on peut vraiment faire, je pense, une corrélation entre gaspillage d'argent public, hausse de la fiscalité, augmentation du chômage et rejet des partis traditionnels. Donc là, il y a toute une réforme profonde à faire qui n'est pas simplement la réforme de la gestion publique. Hein. C'est les fondements de la démocratie qui sont en jeu. C'est la question de l'honnêteté en politique, de la transparence, de comment on utilise l'argent public, de sortir des embauches clientélistes. Donc c'est vraiment... ça va très au-delà de simplement des questions identitaires qui, certes, ont forcément un impact après les attentats du 13 novembre qu'on a très mal vécu à Paris, vous en doutez, et puis de toute façon vous voyagez beaucoup à travers la France vous aussi. Voilà, mais je pense quand même que le chômage, et c'est tous les rapports, tous les sondages d'opinion le montrent, 54%, ça arrive en tête, et la préoccupation la plus importante, c'est l'économie et le chômage. Hein, toujours aujourd'hui. Donc c'est clairement ce sujet-là. Et le chômage, c'est pareil en PACA, c'est 11,5%. Des villes parmi les plus dépensières, les plus endettées, des régions, en l'occurrence PACA, avec, comme le souligne d'ailleurs dans le point cette semaine Gisbert, et c'est moi qui l'avais sorti dans 60 milliards d'économies, la guéguerre entre Vauzel et Gaudin sur d'un côté, ah oui, toi tu as le Mucem, mais moi il faut que je construise en face un autre musée, la Villa Méditerranée, etc. etc. Et tout ça avec toujours forcément l'argent public, l'argent du contribuable, la hausse de la charge de la dette, la hausse des impôts. Donc là, il y a un rejet total de ce fonctionnement-là. Et je pense que ce qui se passe en ce moment peut être aussi l'occasion d'ouvrir les yeux, de réagir et de passer à des idées
plus saine en termes de gestion publique. Et en tout cas, c'est ce sur quoi nous, à la Fondation IFRAP, on va vraiment insister dans les prochains mois pour essayer de, non pas simplement d'être suiviste sur la question des programmes et des débats, mais vraiment être dans une idée d'imposer des éléments de réflexion, des propositions dans le débat des primaires et des présidentielles. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre notre patte dans l'actualité et d'arriver à imposer des propositions. Alors on l'a déjà, je vois qu'on a déjà commencé à réussir sur une des propositions qui est dans le livre On va dans le mur, la question de faire une seule aide sociale qui serait fusionnée, imposable et plafonnée. Et ça avance. Ça avance dans les partis politiques. Fillon l'a repris dans son bouquin ensuite. Bon. Et on voit que tous les candidats sont en train de le reprendre et de venir nous demander. Alors, se succèdent chez nous les équipes des états-majors à la Fondation IFRAP pour venir chercher des informations, des éclairages, des chiffrages. Donc nous, il faut qu'on soit en ordre de bataille pour pouvoir leur fournir le plus de détails possible et aussi le plus de comparaisons internationales possibles sur ce qui est faisable, ce qui a été fait à l'étranger. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que voilà, c'est chez nous qu'ils viennent chercher ces informations. Et on va les nourrir de notes, de chiffrages, de réflexions. Donc petit à petit, certaines propositions qui ont été faites dans le livre, qui sont faites tous les mois dans notre revue Société Civile et sur le site internet de la Fondation IFRAP, puisqu'on a une newsletter hebdomadaire, ça commence à percoler, à être repris et à alimenter énormément la réflexion. Après, la question, c'est la mise en œuvre, comment on fait, etc. Donc ça aussi, on va vraiment se pencher sur la question et c'est quand même un des sujets les plus difficiles. Le timing de la réforme, le calendrier, la mise en œuvre, qu'est-ce qu'on passe par ordonnance, qu'est-ce qu'on passe par voie législative, qu'est-ce qui demande des réformes constitutionnelles ou pas. Et là, on a mené tout un gros travail sur la question de la réforme du Code du travail, justement. Et sur la question des 35 heures, c'est compliqué hein, de dire comment on en sort, avec quelle proposition. Beaucoup, notamment le gouvernement, sont en train de nous dire qu'on peut passer uniquement par des accords d'entreprise sans changer le temps de travail légal dans le code, sans toucher au SMIC, sans toucher au contrat de travail. Nous disons que c'est pas possible. Après, la question, c'est comment on fait pour travailler sur les 35 heures, pour changer le temps de travail, sachant qu'il y a des entreprises qui veulent rester aux 35 heures, qui ne veulent pas retourner dans des négociations très longues. Et là, la question, c'est d'arriver à intégrer de la souplesse. Et là-dedans, c'est compliqué pour que ce soit constitutionnel, pour que ce soit en accord avec les textes européens, etc. etc. Mais je pense qu'on va se diriger vers soit une suppression totale de la notion de temps de travail légal, soit un retour aux 39 heures, soit simplement la mention de à quelle heure on fait commencer des heures supplémentaires majorées, avec possibilité de majoration négociée au niveau des entreprises. Avec le problème que finalement ce qu'on voit sur Smart en ce moment, on va publier un papier aujourd'hui sur le sujet, on voit bien que majorité des salariés sont pour la transformation du temps de travail, de l'autre côté, les syndicats sont contre. Hein. Donc la question c'est vraiment de passer aussi, de permettre par la loi de passer par des référendums uniquement. Donc court-circuiter le blocage syndical. Donc tout ça, c'est absolument fondamental parce que vous pouvez toujours dire tout le monde peut faire tout ce qu'il veut au niveau de l'accord d'entreprise. Si les syndicats représentatifs bloquent, vous ne pourrez jamais rien faire. Hein. Donc le diable se cache dans les détails parce que vous pouvez très bien avoir des très belles idées qui paraissent parfaites et puis vous rendre compte que sur le terrain, ça ne marche pas. Donc là, on est en train de faire marcher la réflexion au maximum sur ces questions. On va bientôt publier. On va publier aussi donc, sur la fiscalité. Et là encore, c'est assez compliqué parce qu'il faut qu'on arrive à comparer de manière très claire, par exemple, le pourcentage de prélèvements obligatoires dans le PIB
qui pèsent d'un côté sur le ménage, de l'autre côté sur les entreprises. Ce sont des sujets très complexes parce que vous avez finalement, par exemple, les taxes sur la production en France qui n'existent pas ailleurs, qui représentent 72 milliards, qui ne sont pas intégrées dans la plupart des décomptes Eurostat et OCDE sur lesquels on peut avoir accès par rapport à la fiscalité qui pèse sur les entreprises. Et donc, on est toujours dans des difficultés aussi statistiques de comparaison internationale. Et là encore, il y a toute la question aussi de l'autre côté de la fiscalité qui pèse sur les ménages, de la fiscalité par décile, comment on compare avec les autres pays. Et finalement, on se rend compte que la fiscalité directe payée par les ménages, si vous réintroduisez pas dedans la fiscalité qui pèse sur le capital et la fiscalité qui est en fait les cotisations employeurs, vous avez du mal à vraiment comparer ce qui est comparable. Donc ce sont des très grosses études qui ont pour visée de dire à la fin, ben voilà là où la fiscalité française est exorbitante, là où il faudra couper, là où il faudra baisser la pression fiscale, et ça, je pense qu'on sera la seule fondation à réaliser ce travail dans les prochains mois, et c'est titanesque, hein, parce que si personne s'y est frotté pour l'instant, c'est que c'est quand même assez compliqué, c'est pas toujours les mêmes assiettes, c'est pas toujours... voilà. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nos entreprises sont beaucoup plus taxées que dans les autres pays. Ça, c'est clair et net. Hein. Et que malgré le pacte de responsabilité, le CICE, etc., on a toujours un écart qui est faramineux. Hein. Or, poids des taxes sur la production payées par les entreprises avant même de réaliser 1 euro de bénéfice, donc quelle que soit leur activité, on est déjà à 16 points de PIB de poids de la fiscalité sur nos entreprises, alors que les Britanniques sont à 7. Hein. Et donc vous voyez que là, il y a énormément à faire. Et l'OFCE dernièrement s'est ému en disant qu'on taxait beaucoup moins les entreprises, mais beaucoup plus les ménages. Mais finalement, la fiscalité, il faudrait la baisser à la fois sur les entreprises et sur les ménages. Hein. Et privilégier dans les premières réformes qui seront faites l'allègement du poids de la fiscalité sur le capital, si on veut permettre de créer plus d'entreprises et plus d'emplois marchands. Donc il y a une prise de conscience ces derniers temps, et je pense que c'est complètement lié aux travaux que nous avons menés, que l'emploi ne se crée pas dans le public mais dans le privé. Hein. Donc ça c'est... mais ça a mis beaucoup de temps, et tous les choix qui ont été faits, notamment dans ce quinquennat-ci, ont été, mais même précédemment d'ailleurs, hein, parce qu'on avait beaucoup d'emplois aidés avant, toujours de favoriser plutôt des emplois aidés, des emplois d'avenir, etc., plutôt que une possibilité de baisser le poids de la fiscalité sur le capital pour qu'ils s'investissent en entreprise. Alors nous on mène un travail énorme avec Bercy, hein, initié par Bernard depuis des années, hein, vous le connaissez aussi, il vous a parlé il n'y a pas longtemps de ces questions. C'est titanesque parce que vous avez à l'intérieur de Bercy un blocage qui est considérable. Bercy n'a aucune envie de réfléchir ni en budget dynamique, ni en comment je fais pour créer de l'emploi marchand, ni en retour de recettes fiscales grâce à des modifications fiscales qui seraient faites à un instant T, qui permettraient à terme de faire rentrer plus de cotisations ou de recettes en général. Et là, on voit bien que aujourd'hui, on est arrivé au bout d'un système. Parce qu'ils n'ont plus de solution. Hein. Ils n'ont plus de solution. Alors, quelqu'un comme Macron est quand même assez ouvert. Il nous a auditionnés plusieurs fois. On voit beaucoup son cabinet. Mais dans la limite de son pouvoir à l'intérieur d'un gouvernement qui est quand même plutôt hostile, et avec un Parlement avec une majorité de gauche qui est quand même assez hostile aussi à toute idée d'entrepreneuriat et de création de richesse par l'entreprise. Hein. Donc là, il y a peut-être des éléments à faire passer, mais je crains que d'ici 2017, pour l'instant, les mesures soient très à la marge. Hein. Parce qu'on est déjà passé dans le temps de la présidentielle, quasiment. Hein. Donc là, on est en train de gérer les
dernier budget. Sur le PLF 2016, nous on a fait la une de l'opinion, notre étude sur le sujet du projet de loi de finances 2016, qui montre qu'on a tout surestimé, notamment l'évolution de la masse salariale privée, notamment l'inflation, notamment la demande extérieure vers la France, et que ça représente une surestimation de recettes d'environ 5,75 milliards. Ça veut dire que potentiellement le déficit se creusera d'autant. Sachant que nos 5 milliards qu'on a identifiés de surestimation des recettes doivent être ajoutés à 5 milliards qui ont été soulignés comme étant non identifiés dans les économies annoncées par le gouvernement, et ce n'est pas nous qui l'avons souligné, c'est la rapporteure du budget à l'Assemblée nationale qui est elle-même PS, la députée Valérie Rabault, qui a dit qu'il y a 5 milliards d'économies qui sont annoncées, qui ne sont absolument pas documentées dans le projet de loi de finances. Par ailleurs, beaucoup de volontarisme politique sur l'évaluation du déficit de l'UNEDIC, qui serait divisé par 2 dans les prévisions du gouvernement pour 2016, c'est-à-dire passer de 4 à 2 milliards, alors que nous, quand nous consultons la documentation de l'UNEDIC sur l'assurance chômage pour l'année prochaine, on est à 3,6 milliards annoncés de déficit. Donc énormément de loups dans le budget de l'année prochaine, avec la difficulté accrue que tout d'un coup on s'est réveillé sur l'idée qu'il fallait dépenser plus en défense, et en pénitentiaire et sur la justice et dans la police. Là encore, gros problème qui est l'accumulation du manque de courage des gouvernements des dernières années, qui ont préféré couper dans des dépenses régaliennes qui, en temps de paix ou de moments où on pense à autre chose, sont quand même pas la première priorité des Français. Et on voit bien que, notamment, la révision générale des politiques publiques a coupé en priorité les personnels de défense. Et ça, on l'avait souligné à de nombreuses reprises. On a une part de dépenses de défense dans le PIB qui est aujourd'hui de 2%, un peu plus de 2%. Dans les années 60, on était à 4%. En dépenses sociales, on est à 34%. Vous voyez et on a laissé dériver la dépense sociale de manière hallucinante, comme on a laissé dériver la dépense locale. Donc finalement, on a rogné sur les dépenses pénitentiaires aux défenses, avec finalement des résultats d'économie qui sont faibles, en laissant complètement déraper nos dépenses locales et sociales d'une manière qui est totalement irresponsable. Là, on est clairement dans on le souligne encore la semaine dernière sur notre site de l'IFRAP, on est à 732 milliards de dépenses sociales, de protection sociale. Et dans ces 732, il y a 43 milliards de dépenses rien que pour administrer, gérer le fait de distribuer les dépenses de protection sociale. 43 milliards, pour vous donner une idée, c'est à peu près le chiffre des honoraires des médecins en totalité par an. Oui. Donc là, on a un souci qui est assez grave, c'est que finalement, en se drapant dans l'idée du paritarisme qui devait gérer les caisses sociales, et qui date de l'après-guerre, parce qu'on a fait beaucoup de choses après-guerre qui, finalement, au départ, elles n'ont pas forcément été mal pensées, puisque quand on parle de l'après-guerre, on est à des niveaux de dépenses sociales à l'époque qui sont très très faibles. Mais on est passé de niveaux de dépenses sociales autour de 8% du PIB à 34%. Et il n'y a aucun pays qui fait autant que nous. On est vraiment là dans un... Vous voyez, l'ensemble des dépenses sociales du monde est évalué à 4 500 milliards de dépenses au total, et nous, on est à 700. Vous voyez, c'est considérable, quoi. Donc là, il y a une vraie question
comment on fait pour réformer le paritarisme. Alors j'y consacre un chapitre entier dans le livre, et je chiffre le nombre de mandats paritaires à 100 000. 100 000 mandats paritaires sur l'ensemble des organismes sociaux, c'est-à-dire les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'allocation familiale, les URSSAF, les instances de gestion du chômage, etc., etc. Et là, on a vraiment toute la coordination du statu quo qui est présente. Hein. Parce que personne ne veut remettre en question les financements qui arrivent de tous ces organismes, notamment les OPCA aussi, la formation professionnelle, etc., vers les syndicats. Et aussi bien les syndicats de salariés que le patronat n'ont pas vraiment envie de remettre l'organisation au carré. Et là ils ont une co-responsabilité totale dans la dérive des finances. Hein, parce que le paritarisme, il gère sur les 732 milliards, il gère à peu près un peu plus de 600 milliards, lui-même directement. Alors bien sûr, il y a l'État qui est toujours là, un peu dans cette vision tripartite des syndicats, salariés, patronat et puis l'État au milieu. Mais là, je pense qu'il faut mettre les syndicats un peu devant leurs responsabilités. Alors quand on demande les comptes des caisses primaires d'assurance maladie ou des caisses d'allocation familiale, on n'a pas de réponse. Et on nous dit même que c'est incroyable de demander les comptes, de quoi vous mêlez-vous, qui êtes-vous pour demander les comptes. Alors, on a réussi en saisissant la commission d'accès aux documents administratifs, donc la CADA qui a été créée par la loi de 78, on a réussi à récupérer quelques documents, quelques chiffres. Mais c'est très faible et nous on voudrait consulter les documents bruts avec les informations brutes sans retraitement. Et ça on n'y arrive pas. Hein. Et ça montrerait qu'il y a des économies de gestion absolument gigantesques à faire dans les caisses primaires d'assurance maladie. Ça montrerait qu'on pourrait très bien fusionner les deux étages, complémentaires santé et AMO, assurance maladie obligatoire, avec des délégations de services publics et des caisses en concurrence, comme ça a été le choix notamment des Suisses qui après une votation ont dit on veut garder nos caisses d'assurance santé en concurrence, ils en ont 61 qui n'ont que 4% de frais de gestion. Nous, si on additionne les deux étages entre AMO, donc assurance maladie de base, et complémentaire santé, on est à presque 7% de coûts de gestion. Hein. On est à 13,7 milliards de coûts de gestion sur la santé en France. Si on s'alignait sur les Suisses, c'est plus de 4 milliards d'euros par an d'économie. Le déficit de la branche assurance maladie en 2016, c'est 4 milliards. Donc vous voyez, les économies en coût de gestion, c'est pas des petites économies, ce sont des grosses économies. Et derrière, quand vous êtes dans des caisses en concurrence, avec possibilité de choix pour l'assurer, avec des réseaux de soins, avec une pression qui se fait aussi sur la dépense hospitalière, vous avez une possibilité de dépenser moins ensuite, parce que tout le système se remet à fonctionner de manière pas non comme aujourd'hui, c'est-à-dire payeurs aveugles, mais avec des payeurs qui sont informés, qui demandent de bien gérer et qui payent le juste prix. Mais ça demande aussi que, par exemple, sur les questions de santé ou retraite, les candidats s'intéressent au sujet. Hein. Quand on parle des retraites avec les personnes qui s'occupent notamment des programmes de la droite pour 2017, et qu'on dit qu'il va falloir avoir un seul système identique public-privé, ils disent « Ah bah oui, mais les agents, ils ne cotisent pas sur leur prime. Hein ». Donc immédiatement, vous avez tout de suite une réponse qui est de dire « Ah bah non, ce ne serait pas juste, ce ne serait pas équitable, etc. » Donc nous, à la Fondation IFRAP, bon, j'y consacre un chapitre évidemment dans le livre, parce que le sujet des retraites est fondamental. Hein. Juste pour vous donner un petit chiffre, les retraites, c'est 278 milliards d'euros par an. Hein, c'est 14 points de PIB, c'est un pourcentage de la dépense publique qui est considérable, hein, puisque on est aujourd'hui à 1240 milliards de dépenses publiques, donc vous voyez bien qu'on est avec les retraites sur une partie non négligeable de la dépense. Et là, il y a une question, c'est comment on fait pour piloter cette dépense de retraite plus correctement.
Le problème, c'est qu'en face de nous, on a beaucoup de désinformation de la part des rapports officiels, notamment le Conseil d'orientation des retraites qui sort une étude il n'y a pas très longtemps pour dire que le taux de remplacement est identique entre public et privé, voire même que nos agents de l'État, si on leur appliquait les modes de calcul du privé, seraient plus majoritairement gagnants que perdants. 53% selon eux. Mais ils ont réintégré les primes sur lesquelles ils n'avaient pas cotisé pour faire ce calcul. Donc nous, d'abord on va aller rencontrer en janvier le président du corps, parce qu'on a fait la demande de récupérer les statistiques sur lesquelles ils ont travaillé. Et donc le président m'a écrit une lettre en disant qu'il voulait absolument nous rencontrer, qu'il y avait sûrement un malentendu, patati patata. Et on va essayer de montrer comment ils arrivent à ce 53%. Parce que bon, j'ai eu l'occasion d'en débattre assez dans l'air sur les questions de sécurité sociale, et j'ai demandé à la dame qui était là, qui était économiste des retraites et qui disait finalement mais c'est pareil, etc. J'ai dit mais pourquoi ne viennent-ils pas nous rejoindre dans ce magnifique système de la sécurité sociale dans lequel ils ne veulent pas venir? Parce que finalement c'est un peu ça. On a créé la sécurité sociale, mais c'est bon pour les gens du régime général, du privé. Mais les agents publics, on se rend compte qu'ils sont tout le temps sur des systèmes dérogatoires. Il y a la question des retraites, mais j'évoquais la santé tout à l'heure. La cotisation employeur de l'État, elle n'est pas de 12,8 comme dans le privé, elle est de 9,1. Hein, et encore, elle ne s'applique pas sur les primes. Et quand vous savez qu'il y a 20% de rémunération des agents de l'État qui sont des rémunérations versées en primes, bon, là, vous avez quand même un petit souci. Hein. Et la Cour des comptes elle-même chiffre à 7 milliards d'euros le manque à gagner en cotisation sur le fait que les cotisations ne soient pas identiques entre public et privé. Alors l'explication, c'est qu'il y a une auto-assurance sur les accidents du travail et la maladie professionnelle, etc., etc. Mais voilà, on voit que sur la santé, ils ne prennent pas exactement le même système que nous. Sur les retraites, clairement pas du tout le même système. Et nous, on a évalué à 4 milliards de surcoûts par an le système, rien que pour l'état de retraite des agents de l'État. Et on voit que sur le chômage, c'est pareil. Nous, on nous demande, et à la limite, on le comprend, d'être solidaire quand vous êtes en CDI avec des gens qui sont en CDD, ou avec des gens qui sont intérimaires, ou avec des intermittents du spectacle, et on dit c'est bien normal d'être solidaire parce que, vous voyez, en gros, c'est une sorte de péréquation entre les différents risques, voilà. Alors je leur demande pourquoi les agents publics qui ne risquent pas le chômage ne sont pas solidaires et ne cotisent pas. Hein? Donc au lieu de cotiser 2,4% de cotisation salariée sur le chômage, ils sont à 1% de solidarité et encore là aussi pas sur les primes. Hein? Donc quand j'ai eu cette émission de C'est dans l'air sur les 70 ans de la sécurité sociale, j'ai voulu mettre en exergue le fait que les mêmes qui étaient en train de nous dire il faut faire la fête pour fêter ce merveilleux anniversaire de la Sécu, je leur ai dit ouais mais venez avec nous alors, puisque c'est si génial. Mais non, bizarrement, ils ne nous rejoignent pas. Donc là, je pense qu'il faut toujours essayer de trouver une nouvelle manière d'aborder les sujets et d'arriver à montrer le côté inéquitable du système et aussi non finançable à terme. Et ça commence quand même à être de plus en plus connu. Hein. Malgré tout, le sujet est quand même, chez les Français, il est assez connu et assez touchy. Et moi, je vois bien les réactions quand je passe à une émission comme ça, comme celle de la 5. Tout de suite, j'ai des tas d'emails de gens qui disent « Bah oui, c'est incroyable ». Il faut aligner les secteurs, pourquoi est-ce qu'il y a des modes de calcul différents, etc., etc. Et ce d'autant plus que par exemple si on prend le sujet de la capitalisation, quand vous regardez les encours de capitalisation entre PERCO, PERP, Madelin 183 et RAFP, qui est en fait le système de capitalisation qui a été créé sur les primes des agents de l'État, et Préfonds, vous vous rendez compte que la capitalisation totale des agents est largement supérieure à la capitalisation de ceux du régime général.
Donc en fait, ceux qui nous disent qu'il ne faut surtout pas de système par capitalisation se sont créés leur propre système de capitalisation et avec des encours, rien que sur la RAF qui a été créée il y a très peu de temps, je crois qu'on est à plus de 30 milliards d'encours. Alors que ça a quelques années, hein, alors je ne sais plus, c'est quand même 8 ou 10 ans d'existence, mais bon, c'est pas si vieux que ça, et vous voyez, l'encours est quand même considérable. Donc ça, c'est très intéressant d'arriver toujours avec des chiffres, et c'est vraiment ça qu'on fait à la Fondation IFRAP, et ce sur quoi je travaille énormément avec mon équipe, toujours avoir les bons chiffres, pour dire, attends, oui mais nous on ne dort pas, voilà le chiffre. Alors maintenant qu'est-ce que vous dites, hein? Et ça, je pense que ça a quand même créé un petit peu comment dire, de la part de nos adversaires sur les plateaux. Maintenant ils nous craignent, hein, quand ils sont face à quelqu'un de l'IFRAP, ils disent, oula, ils viennent encore avec leurs chiffres, leurs documents, qu'est-ce qu'ils vont encore nous envoyer. Et c'est le cas aussi sur les questions d'écologie, de développement durable, de fiscalité verte. On a sorti l'évaluation de la fiscalité supplémentaire à terme à horizon 2030, c'est 25 milliards de plus. Rien qu'avec tout ce qui a déjà été annoncé. Et ça, c'est sans compter les normes supplémentaires. Si on additionne fiscalité supplémentaire et normes supplémentaires, on est plutôt à 75 milliards. Donc c'est considérable, hein. Et sachant que la France est quand même un des pays qui a les émanations de CO2 les plus faibles. Et ça, même mes adversaires le reconnaissent en disant, bah oui c'est vrai, on est parmi les pays qui polluent le moins finalement, et on va se mettre des normes et une fiscalité qui sont absolument considérables. Et là encore, au Parlement, ils ont souligné quand même qu'on allait augmenter de 2 milliards la fiscalité écologique là entre 2015 et 2016, mais que le budget du ministère qui s'en occupe est en train de baisser. Donc il y a quand même un petit paradoxe, quoi. Et là, la question, on le voit bien par rapport aux autres pays, comme par exemple les pays scandinaves, on a un pourcentage de PIB en fiscalité verte qui est plutôt inférieur aux autres pays, mais on a un taux de prélèvement obligatoire qui est très largement supérieur. Donc en réalité, les autres pays, ils ont transformé de la fiscalité qui existait déjà, ils l'ont relooké en fiscalité verte. Mais nous, on n'a pas eu cette sagesse et on a rajouté en permanence des étages. C'est ça qui m'amène au premier chapitre du livre, qui a fait quand même beaucoup de bruit, parce qu'on m'a dit, mais alors dans ton bouquin, c'est dingue ce truc, cette liste de toutes les taxes qui existent en France, personne ne l'avait jamais fait et tout. Et là, je dois vous raconter un peu comment ça s'est passé. Au départ, je me suis lancée dans la rédaction de ce livre en disant, bon, je veux mettre sur la table tous les chiffres qui plombent la France, qui nous empêchent d'avancer. Et je veux que ce soit compréhensible par n'importe qui. Et c'est pour ça que j'ai essayé de chiffrer à chaque fois au maximum toutes ces difficultés, tout ce qui nous empêche de renouer avec la croissance, avec l'emploi. Et j'ai voulu commencer par les taxes et les impôts. Et là, j'ai contacté tous ceux que je connaissais à la Cour des comptes ou à Bercy qui pouvaient avoir connaissance d'une liste exhaustive des impôts et taxes en France. Et là, j'ai eu la surprise qu'on nous réponde « il n'y en a pas ». Il n'y a pas de liste exhaustive. Ça n'existe pas. Donc, avec mon équipe, on est reparti d'une page blanche et on a refait toute la liste. On est arrivé à 360 impôts et taxes. Et ça, c'est considérable, ça veut dire presque une par jour. Et quand on regarde, comme on est en train de le faire en ce moment, la structure de la fiscalité entre les différents pays, on voit tout de suite dans les tableurs Excel à quel point on a empilé les taxes. Alors là, dans le tableur qu'on a, qui est comparable entre les différents pays, on a le renseignement que de 300 taxes pour la France, parce qu'il y en a qui sont des cotisations volontaires obligatoires, etc. Enfin bon, bref. Mais vraiment la liste, quand vous regardez sujet par sujet, c'est vraiment hallucinant de voir le nombre de taxes qu'on a en France qui se superposent par rapport à ce qu'il y a dans d'autres pays.
Et on voit qu'on en est à 3 fois plus, à peu près, que le nombre de taxes et impôts qui existent ailleurs. Donc là, vous voyez la qualité de l'inventivité fiscale de Bercy qui est sans limite. Mais je crois que ce livre, ça a été d'abord ça dans l'inconscient collectif, et même parmi tous les professeurs d'université que je peux avoir dans les débats à la télévision ou dans les colloques, qui m'ont dit quand même, Agnès, t'as fait fort avec cette liste parce que on l'avait jamais vue nulle part, et c'est vrai que même eux, ça les impressionne de voir une quinzaine de pages en annexe du livre qui donne la totalité de ces impôts et taxes. Et ce qui était important aussi, je pense, c'était de montrer à quel point toute la fiscalité ces dernières années n'avait fait que s'aggraver. Et qu'à chaque fois, on est toujours dans « si je baisse quelque part, je monte ailleurs ». Et c'est ça qui est en train de se passer avec l'État qui dit soi-disant « je fais une pause fiscale », et de l'autre côté, la fiscalité locale qui augmente largement. Et là, les élus nationaux du Parlement sont tout à fait responsables du sujet, hein, parce que j'ai beaucoup de remontées de l'ensemble de la France sur les questions, par exemple, de taxes foncières, où des personnes m'envoient le relevé de leurs taxes foncières depuis 2005 jusqu'à nos jours. Et ils me disent, non, non, le taux n'a pas augmenté, mais la taxe a augmenté de 81%. Parce qu'on revoit les bases en permanence, et cette revue des bases, c'est le donnant-donnant vis-à-vis de la baisse des dotations globales de fonctionnement des collectivités locales. C'est-à-dire que d'un côté, on fait semblant de serrer la vis de la dépense locale en disant bah, on baisse la dotation globale de fonctionnement, mais de l'autre, on revoit les bases, et pour 2015, pour l'instant, on est à 0,1 d'inflation cette année, hein, donc je ne sais pas combien on va finir l'année, mais on sera à guère à plus de 0,1, 0,2 ou 0,3, et pour autant, la base a été revue de 0,9. Et l'année prochaine, on n'est pas du tout sûr d'être à 1 point d'inflation, et on a revu de 1 point les bases. Donc vous voyez, vous allez continuer à voir augmenter, même si les taux au niveau local ne sont pas augmentés, vous allez continuer à voir augmenter les notes de taxes foncières et de taxes d'habitation, parce qu'il y a en permanence ce deal de dire bah oui, on fait semblant de baisser les budgets, mais derrière on augmente la pression fiscale, et en plus on va vous exonérer de l'obligation d'augmenter les taux parce qu'on va vous le faire à votre place en travaillant sur les bases. Et ça, il faut le dire, nous on l'avait expliqué à de nombreuses reprises qu'il y avait déjà toujours en dessous de l'affichage de baisse des dotations, des compensations, des augmentations. L'État fait aussi un travail pour dire finalement on fait payer moins cher aux collectivités locales le coût du prélèvement des taxes locales. Et là aussi, il y a des ristournes qui sont faites et qui sont souvent à peu près de l'équivalent, en tout cas c'était le cas en 2014, des baisses de dotation qui sont affichées. Donc on en vient à la question de comment on va faire pour réorganiser tout ça, et comment on fait pour que la France soit mieux gérée. Alors, c'est un énorme chantier, hein, je ne vous le cacherai pas. C'est considérable. Ça passe d'abord par la mise sur la table de tous les chiffres, de toutes les statistiques, et par le travail qu'on fait, nous, d'aller chercher les informations là où elles sont. Hein. Par exemple, on a énormément avancé sur la question du temps de travail des agents dans les collectivités locales, grâce au fait qu'on ait récupéré à la Fondation IFRAP les bilans sociaux des collectivités, des grandes communes, des départements et des régions. D'ailleurs, je dois dire que le département des Landes a été un des départements qui a refusé de transmettre son bilan social. Non pas parce que leurs chiffres d'absentéisme seraient mauvais, parce qu'en réalité, ils ne sont pas si mauvais que ça. Hein, on est à 21 jours d'absence par agent et par an en moyenne. Et les pires, ce sont les départements de Corse, qui sont à 30 jours à peu près, hein, 29 jours. Voilà. Mais disons qu'on voit bien que
pour les Landes, on a dû rappeler, faire des réclamations, etc., etc. Et on a fini par obtenir, mais bien après avoir publié notre étude, les chiffres pour le département. Alors, la question c'est mettre en exergue la sous-productivité de la sphère publique. C'est ça le but de l'opération. Parce que vous ne pouvez pas avoir de sphère privée, d'entreprise privée qui soit compétitive si vous avez une sphère publique qui pèse dessus et qui est totalement non compétitive. Et la compétitivité de nos entreprises, elle n'est pas le reflet de la mauvaise qualité des salariés ou des managers ou des patrons, enfin de tout ce que vous voulez. Elle est le reflet de la mauvaise gestion de l'ensemble de nos services publics. Et ça, il faut le dire et le redire et le redire, parce que même si au bout du bout, il y a toujours des ménages qui bénéficient des dépenses de protection sociale, etc., il n'y a aucun Français qui demande d'avoir des caisses de retraite mal gérées et qui, avec plusieurs couches, avec la retraite de base, la retraite complémentaire, ils n'y comprennent rien, etc. Il n'y a aucun Français qui demande d'avoir une complémentaire santé obligatoire en plus de l'assurance maladie obligatoire. Donc toute cette gestion-là, c'est pas les Français qui demandent d'avoir des communes, des intercos, des départements et des régions et des métropoles et des communes nouvelles et des élus partout. Hein. Il n'y a pas de manifestation dans la rue pour dire c'est formidable d'avoir 618 384 élus en France. Au contraire. Donc, quand je mets ce chiffre en avant, les élus me disent vous voulez supprimer des postes d'élus. Je dis mais je ne savais pas que ça existait les postes d'élus. Je croyais qu'il y avait des mandats. Alors, la difficulté, c'est qu'on a créé à chaque fois, à chaque niveau, des tas de mandats qui sont des mandats sur de très longues années, qui sont souvent pas remis en question. Là, on voit que sur les régionales, on a quand même un exploit encore. Après celui des départementales, on avait réussi à diviser par 2 le nombre de cantons et à augmenter le nombre d'élus au niveau cantonal, enfin départemental. Et là, les régions, on va passer de 22 à 13, mais on garde le même nombre d'élus. Mais il n'y a qu'en France qu'on fait ça. Le Grand Paris va avoir 220 élus. Le Grand Londres, avec plus d'habitants. Donc on est à d'un côté 11 millions d'habitants sur le Grand Paris. On est à 15 millions d'habitants sur le Grand Londres. Il y a 24 élus au niveau du Grand Londres. C'est donc 10 fois moins. Donc l'ensemble des élus britanniques, c'est 24 000 élus. Nous, c'est 618 000. Vous voyez l'écart hallucinant. Donc quand vous regardez ces chiffres, et j'y consacre un chapitre entier dans le livre On va dans le mur, quand vous regardez ces chiffres, vous voyez bien que la croissance de la dépense publique, elle est aussi complètement corrélée au nombre de mandats. Et ça, il faut que les partis politiques le disent. Alors, j'en ai parlé... Oui, mais ça, c'est très important. Parce que sans baisse du nombre d'élus, on n'aura pas de baisse de la dépense publique. Moi j'en suis venue au point où je pense que ce n'est pas possible. Voilà. Et qu'il faudra décider à un moment, alors réduire le nombre de communes, fusionner avec les intercommunalités, avoir une vraie démocratie au niveau des intercommunalités, parce que quand on se penche sur les dépenses intercommunales, je peux vous dire qu'on s'arrache les cheveux. Et là, la transparence et tout, c'est encore pire que dans les étages, les échelons traditionnels, si on peut dire, parce que là, il n'y a pas de bilan social, enfin, voilà, hein, on embauche qui on veut, il y a des vice-présidents, en veux-tu, en voilà, des indemnités qui sont toujours quasiment au maximum des indemnités possibles. Et là, le cumul, il est toujours possible. La difficulté, c'est d'avoir des élus mal indemnisés, avec beaucoup de mandats qui sont encouragés finalement à se présenter à beaucoup de mandats différents pour arriver à en vivre. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut beaucoup moins d'élus de l'ordre de 50 000, donc ça veut dire qu'il faut diviser par 10. Hein. Mais
mieux indemnisés. Et ça, à mon avis, c'est fondamental, parce que j'ai eu ce cas-là à Orléans l'autre jour, où en plein milieu de mon intervention, un élu, qui est déjà élu au niveau du conseil municipal, venait parler et dire oui, moi je me présente au régional, etc. Mais ce que vous dites c'est faux, on est très mal indemnisés, nous les élus, on travaille pour rien, etc. Et donc lui il se présentait au régional parce que ça faisait quand même le complément. Avec les 1 300 €, ça rajoutait 2005 et puis ça faisait quand même à la fin 4 000 € de rémunération mensuelle, peut-être un peu moins, mais voilà. Donc la question c'est des élus plus responsabilisés, mieux indemnisés et beaucoup moins nombreux. Le problème c'est que les partis politiques se sont habitués à fonctionner comme ça avec les élus départementaux. Et pourquoi on n'a pas eu la suppression de l'échelon départemental dans la loi NOTRe? C'est uniquement parce que certains partis politiques ne vivent que finalement de leur représentation au niveau départemental ou au niveau des communes. La méthode des préfets. Voilà. Donc moi j'ai eu l'occasion il y a 1 an et demi d'aller devant 5000 maires, devant l'association des maires de France qui est aujourd'hui présidée par François Baroin. Et j'ai été invitée à parler devant ces 5000 maires. Et j'ai dit qu'il fallait réduire le nombre de communes, etc. J'ai été huée 3 fois. Et c'était pas détendre, hein. Enfin, c'était vraiment, je dirais, assez rugueux comme réaction. Et quand je suis sortie de la salle, c'était, vous connaissez tous cet endroit à Porte de Versailles, voilà. Et là, j'ai eu plein de petits maires qui se sont levés et qui m'ont dit « Agnès, il faut que vous continuiez parce que ce que vous dites, c'est vrai et ça va dans le bon sens. Et de toute façon, bientôt les maires n'auront plus aucun pouvoir. Et il vaudrait mieux des grosses communes fusionner avec les intercommunalités, avec des vrais maires qui ont du pouvoir, que le truc qu'on est en train de construire pour les prochaines années, que personne ne pilote et sur lesquels les citoyens n'ont aucun ascendant. Hein. Parce que qui connaît, les gens connaissent à peu près ce qui se passe au niveau de leur commune, mais qui connaît ce qui se passe au niveau de l'intercommunalité, personne. Hein. Peut-être 1 ou 2 personnes dans la salle qui suivent un peu les budgets, mais c'est pas joli. Et là encore, il y a un problème énorme, qui est le problème français, qui est les doublons. Bon, les doublons permanents entre les différents étages. Tout le monde veut s'occuper de tout, de la culture, de l'éducation, des transports, etc. Et on l'a vu à l'occasion du débat sur la loi NOTRe, on voit bien que l'idée de transférer les collèges des départements aux régions n'a pas été possible parce que on est en permanence sur l'idée qu'il vaut mieux avoir des cofinancements, des financements croisés et tout le monde est content. Ça permet à chacun de garder ses directions, ses personnels pour s'occuper de chaque sujet. Et en plus, personne n'est vraiment responsable de la mauvaise qualité des services publics. En tant que parent ou en tant qu'élève, qui est le responsable de la qualité médiocre du lycée ou du collège? Personne. Ni vraiment le chef d'établissement qui n'est pas manager, qui n'est pas celui qui choisit ses équipes et qui n'est pas celui qui les rémunère au mérite, ni vraiment le président du conseil général, ni celui de la région. Et finalement, le ministre, c'est quand même difficile de le voir en direct pour aller lui parler du collège du coin ou du lycée du coin. Et ça, c'est donc résultat, personne n'est responsable et la qualité chute d'année en année. Donc là, il y a toute une réorganisation à prévoir et c'est ce que nous proposons, nous, à la Fondation IFRAP et que j'évoque dans mon livre. À un moment, on parle beaucoup de décentralisation, mais c'est beaucoup de mots. L'État n'a pas décentralisé. Sur plein de sujets, il n'a pas décentralisé. Pôle emploi, c'est directement le Pôle emploi national qui s'occupe des antennes de Pôle emploi en région. La BPI, c'est la BPI nationale qui s'occupe des BPI des régions. Quand on dit l'attractivité économique, l'emploi, toutes les nouvelles compétences des régions, etc., c'est zéro. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de corrélation entre fiscalité, recettes fiscales des régions et leur rôle d'attractivité économique et d'incitation pour les entreprises à venir s'installer. Qu'est-ce que c'est la fiscalité des régions? C'est les taxes sur le permis de conduire, sur la carte grise et 4 milliards de cotisations sur la valeur ajoutée. Hein, non, de CVAE. Mais le reste, c'est que des impôts qui ne sont pas économiques du tout.
Donc finalement, le levier fiscal au niveau des régions des élus, il est proche du néant. Donc quand on dit qu'il faut revoir entièrement l'organisation à la fois fiscale et l'organisation des compétences, c'est la première chose à faire pour pouvoir dépenser moins et voir clair sur l'organisation du territoire. Mais ça demande que l'État, le premier, accepte par exemple de plus s'occuper d'éducation, si ce n'est qu'au niveau des programmes et des examens, mais tout ce qui est gestion des collèges, des lycées, des écoles, tout ça, ça doit se faire sur le terrain, et même l'embauche des professeurs. Parce que le paradoxe total, c'est que nos syndicats de l'éducation nationale, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi puissants? Parce que toute personne qui rentre dans l'éducation nationale par concours n'a de cesse de retourner dans son bled d'origine, et donc toutes les mutations qui vont être contrôlées par les syndicats, et la plupart des affiliations se font pour les mutations, la puissance des syndicats n'est que liée à la mutation qui fait que quand vous partez des Landes et qu'on vous nomme dans le Nord-Pas-de-Calais, vous voulez redescendre pour aller finir votre carrière dans les Landes. Bon. Il suffirait de gérer ça au niveau local et on aurait résolu une grande partie du problème et on aurait fait baisser très largement le pouvoir de nos syndicats qui aujourd'hui sont tout puissants sur l'avancement, les nominations, les promotions, etc. Donc là, il y a une raison aussi à ça, c'est que tous les pays fonctionnent comme ça. Les Länder allemands, ils gèrent l'éducation et la culture au niveau du territoire. Et c'est pas l'État qui intervient avec des DRAC, avec des académies, etc., etc. Donc finalement, l'État lui-même, il s'est accordé une méga clause générale de compétences pour intervenir dans tous les domaines. Et quand il dit il faut que chacun soit sur son périmètre d'intervention, il est largement hypocrite parce qu'il ne donne pas l'exemple. Et ça, c'est ça qui est finalement très, très ennuyeux, parce que tant que vous n'avez pas un État qui montre l'exemple et qui dit je vous donne de vraies responsabilités sur des choses qui intéressent les citoyens avec des politiques publiques que vous mènerez de bout en bout et sur lesquelles vous serez jugé par vos citoyens sur le terrain, là, ça aura une autre tête que les budgets actuels même de nos grandes régions, qui, à part l'Île-de-France qui a 4,5 milliards de budget, les autres, ce sont des budgets lilliputiens par rapport aux régions étrangères. Hein. C'est 2 milliards 1,5 milliard. Ça reste finalement des budgets très faibles parce qu'il n'y a pas de vraie politique publique menée de bout en bout au niveau local. Et là, ça demande aussi que l'État se reconcentre sur ses missions régaliennes, que le statut de la fonction publique soit entièrement revu, qu'on embauche sous contrat de droit privé dans les collectivités locales et dans les hôpitaux, qu'on autonomise les hôpitaux, qu'on permette de faire gérer en délégation de service public, qu'on permette aux écoles d'être aussi gérées en délégation de service public, que ce soit financé non plus par un budget un peu global comme on a aujourd'hui avec la masse salariale qui pèse autant, mais par un forfait par élève, avec possibilité de rémunérer les professeurs à la performance, etc. Enfin, c'est tout un plan global qu'il faut mettre en œuvre. Et ça demande à la fois du courage et de regarder en face les chiffres. Parce que si je reprends le sujet de l'éducation qui nous concerne tous, dans l'éducation, il y a une opacité totale. Si vous voulez savoir combien est dépensé pour la masse salariale d'un collège ou d'un lycée en France, eh ben vous n'avez pas ces chiffres. Nous avons sollicité le ministère de l'Éducation nationale, nous n'avons pas eu de réponse. Dans les 2 mois, nous avons saisi la commission d'accès aux documents administratifs et ils nous ont répondu à la CADA que nous avions tout à fait légitimité à demander ces chiffres, mais qu'il y avait un alinéa 2 de la loi 78 qui disait que quand le document était inachevé, on ne pouvait pas nous le transférer. Et comme le document était inachevé, on ne nous donnerait pas le document. Donc, nous n'avons pas de statistiques sur ce sujet qui nous permettraient de montrer qu'entre 2 collèges ou 2 lycées, ben c'est du simple double ce qu'on dépense. Et s'il n'y a pas du tout d'équité dans le montant de dépenses mis par élève sur l'ensemble du territoire français. Et que ce principe d'égalité devant l'éducation, il a largement volé en éclats depuis très 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 longtemps, avec l'aide des syndicats qui
qui n'ont de cesse que de faire muter les plus anciens et les plus gradés et ceux qui coûtent le plus cher dans les collèges et les lycées qui sont les plus tranquilles. Hein? Et c'est ça la réalité de notre système éducatif. Mais le jour où on publiera ça, je peux vous dire, parce qu'on finira par avoir les chiffres, qu'on créera un débat national. Parce que on verra vraiment que entre le collège où on dépense 4 000 € par élève et parent et celui où on en dépense 9 000, bah quand même les parents peuvent se poser la question de pourquoi il y a un tel écart. Et là on peut créer un débat qui est très intéressant. La Cour des comptes s'était émue de tout ça dans un rapport que nous n'avons jamais réussi à obtenir non plus. Hein. Et ça fait 5 ans. 5 ans qu'on essaie de récupérer le rapport. Pourtant, ça a fait la une du Monde. Hein. Mais la une du Monde sans donner quasiment aucun chiffre. Donc, j'ai récupéré moi les chiffres sur l'Académie de Poitiers et je peux vous dire que les écarts sont considérables. Hein. Entre 2 lycées ou 2 collèges, même dans 2 rues d'écart, vous avez vraiment des montants qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ça permet, cette ouverture des données publiques, elle permet quand même de créer du débat autour de sujets qui, sinon, sont totalement verrouillés. Parce que vous ne pouvez pas parler de ces questions-là, sinon. Hein, si vous n'êtes pas avec des informations que vous allez chercher au plus proche du terrain. Donc, on va continuer sur toutes ces questions, on va continuer à comparer avec les pays étrangers, hein, parce qu'à chaque fois qu'on étudie sur notre propre sol les écarts de prix, comme on l'a fait par exemple sur l'enseignement privé sous contrat versus enseignement public, en montrant les écarts absolument considérables des prix pour un élève du privé, c'est 2 000 € de moins par élève et par an en comptant ce que payent les parents, hein, et 2 700 € de moins pour un élève du second degré. C'est 20 milliards d'écart si jamais vous appliquiez les tarifs du privé sous contrat, y compris la part payée des parents, 20 milliards d'écart à l'aune de la nation. Hein. Et ça, Luc Châtel, qui était ministre à l'époque, hein, quand on a sorti cette étude en 2010, m'a dit on va faire une contre-étude. J'ai dit allez-y, j'adore. Mais on n'a jamais vu la contre-étude. Hein. Et à la Cour des comptes et au ministère, on nous a dit mais on est tout à fait au courant. On le sait. On sait qu'il y a un écart de tarif qui est énorme et qu'on pourrait produire un enseignement de qualité pour beaucoup moins cher. Parce qu'il y a toute une partie du surcoût qui vient des retraites. Parce que les retraites publiques sont tellement plus chères que les retraites des enseignants du privé sous contrat que c'est un tiers du surcoût de chaque niveau, du premier et du second degré qui vient de là. 700 € dans le premier degré, 1 300 € dans le second degré. Ensuite, c'est les investissements. À chaque fois, quand vous créez un lycée public, code des marchés publics, architecte, etc., 30% de plus pour créer, pour construire un lycée public versus un lycée privé qui serait financé en serrant la vis, etc. Et puis, la question des personnels techniques. Les personnels techniques, si je prends le rapport de la Chambre régionale des comptes en Île-de-France, 40 jours d'absence par agent et par an en moyenne pour les personnels techniques des lycées gérés par la région Île-de-France. On est dans le maximum qu'on n'ait jamais vu, nous, à la Fondation IFRAP. 40 jours par an. Ce taux d'absentéisme des personnels techniques, il faut bien à un moment que vous remplaciez par des intérimaires, des personnes qui viennent quand même nettoyer les toilettes sanitaires, faire la cuisine, etc., etc. Le personnel technique de l'enseignement privé, c'est un forfait qui est négocié par l'enseignement privé au niveau de chaque région ou de chaque département et qui n'évolue quasiment pas ces dernières années. Hein, et qui est donc calculé au plus juste. Donc vous voyez, c'est tous ces éléments-là, et en additionnant qu'il y a beaucoup plus d'agrégés dans le public que dans le privé, donc une masse, et les agrégés, vous savez bien, qui donnent que 15 heures de cours par semaine et non pas 18 heures comme les certifiés, vous avez l'écart de prix qui est là. Et alors ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans une économie de bout de chandelle, parce que franchement, l'enseignement privé sous contrat aussi, parfois, il fonctionne un peu de manière difficile, quoi, hein, et on demande aux parents de venir reprendre des classes, etc., etc. Bon, cela dit, c'est aussi... Non, mais c'est bien aussi pour l'esprit d'entraide, hein. Moi, je trouve que c'est un bon esprit. Mais la question, c'est
c'est peut-être pas d'être à ces 20 milliards, mais en tout cas, il y a du gras. Hein. Ouais. Et quand on dit qu'il faut surtout pas dépenser moins dans l'éducation, on pourrait très bien avoir une aussi bonne qualité, voire une meilleure qualité, en dépensant beaucoup moins. Donc toutes ces questions-là, il faut absolument arriver à les mettre sur la table pour 2017. Ça passe par une refonte totale du Code du travail, la suppression du statut, la réforme du système des retraites, la réforme du système d'assurance maladie, la possibilité de plus de choix pour chacun d'entre nous sur tous ces systèmes assurantiels. Ça passe par une réduction du nombre d'agents d'environ 1 million. Ça passe par la division par 10 du nombre d'élus à terme. Ça passe par une meilleure transparence sur les deniers dépensés au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec une obligation pour les élus parlementaires de justifier de leurs indemnités représentatives de frais de mandat et de payer surtout. Mais ce qui est le plus choquant, c'est pas qu'ils puissent se dépenser comme ils veulent sans justificatif, c'est que ce soit pas imposable. Charles de Courson a proposé un amendement qui a été refusé. Oui, Charles de Courson a proposé un amendement. Moi, j'ai eu beaucoup de débats sur ce sujet de la transparence de la vie publique. On a été auditionné à la haute autorité de la transparence de la vie publique et on a mis vraiment en exergue tous ces problèmes. Moi, j'ai débattu ensuite avec un jeune député de 35 ans qui est aussi conservateur que ses pairs. J'ai dit, mais vous avez 35 ans, mais vous êtes déjà super vieux dans votre tête, quoi. Et le problème, c'est que il vaudrait mieux assumer pour nos élus d'être payés 10 000 € par mois, moi ça ne me gêne pas, mais payer l'impôt. Parce que tout élu doit sentir le poids de l'impôt qu'il vote. Et ça, c'est fondamental. C'est très, très pédagogique. S'il gagne 10 000 par mois, il faut qu'il ait la pression fiscale qui va avec. Moi, à la limite, ça m'est égal. Il peut même aller jusqu'à 12 000. S'il justifie ses frais, il peut avoir un abattement, etc. On s'en fout à la limite du montant qu'il est payé. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en face, il ait la pression fiscale qui va avec. Et on a été les premiers à dénoncer ça en 2012 dans une étude sur l'Assemblée nationale. Et on n'a jamais autant galéré pour obtenir des informations. Et pourtant, tous les députés qu'on connaît, je peux vous dire qu'on en connaît une kyrielle, et je les appelais, je leur disais, t'as pas des infos là-dessus, comment ça se passe et tout. Oh là là, tu vas faire monter le FN. Alors je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, je leur dis, c'est de l'argent public, nous on est une fondation qui évalue les politiques publiques, il n'y a pas de raison qu'on ne regarde pas comment est dépensé l'argent de l'Assemblée nationale. C'est un agent de l'Assemblée qui m'a parlé. C'est pas les députés. C'est un agent haut gradé de l'Assemblée nationale qui m'a parlé, qui m'a expliqué tout ce qui se passait. Les frais de collaborateurs qui n'étaient pas versés, qui étaient versés au groupe, le groupe qui reversait l'argent aux députés, etc., etc., etc. Donc, c'est les agents eux-mêmes qui sont plus choqués, même sur les heures supplémentaires qui sont versées à tous les agents, même ceux qui ne sont pas là pendant les heures supplémentaires, pour que tout le monde soit content, etc. Le fait que, pourquoi on a autant de séances de nuit en France par rapport aux Allemands, qui ont plus d'élus jeunes avec des jeunes enfants, tout simplement parce que nous, les agents de l'Assemblée et du Sénat, sont super intéressés à avoir beaucoup plus d'heures supplémentaires, puisqu'ils sont tous payés chaque fois qu'il y a des heures supplémentaires la nuit. Résultat, on se coupe de la possibilité d'avoir de jeunes parents qui sont élus au niveau de l'Assemblée ou du Sénat, parce que évidemment quand vous êtes un jeune parent, faire des séances de nuit jusqu'à 1 h du matin tous les soirs, c'est quand même assez difficile. Donc toutes ces questions-là, nous on les a abordées comme on a abordé la réserve parlementaire, voilà. Si on veut des parlementaires, réformateurs, qui aillent vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire de la dépense publique, qui s'intéressent à faire baisser cette dépense, obligatoirement, il faut qu'eux-mêmes, sur les deniers de l'Assemblée et du Sénat, ils soient exemplaires. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a été les premiers à dire en 2012 qu'il n'y avait pas de compte déposé par les groupes politiques, ni à l'Assemblée, ni au Sénat. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de certification des comptes, il n'y avait pas de commissaire aux comptes, il n'y avait rien. Alors que pour une petite fondation comme nous, on a un commissaire aux comptes, on a un commissaire du gouvernement qui siège au conseil d'administration, on a des contrôles dans tous les sens, on peut être contrôlé et c'est bien normal. Et on voit du côté de nos parlementaires qu'il a fallu le scandale du Sénat sur
sur les questions de financement un peu occulte de certaines associations pour faire dire qu'il fallait maintenant un statut associatif et une certification des comptes. Donc vous voyez que le chemin il est encore très long, mais qu'en même temps la pression de l'opinion publique, à mon avis, est quand même de plus en plus forte. Et quand on a parlé de ras-le-bol fiscal en 2013, je crois qu'on a atteint aujourd'hui le maximum du consentement à l'impôt des Français. Beaucoup de Français qui ne sont pas des fraudeurs en puissance finalement finissent par frauder un peu par difficulté, disons. La difficulté est telle, notamment pour certains petits entrepreneurs, qu'ils finissent par pas tout faire comme il faudrait, alors que ce n'est pas forcément leur nature profonde. Donc un système qui incite à pas tout déclarer, etc., c'est un système qui est forcément mauvais. Parce que résultat, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui s'est passé sur l'emploi à domicile, où il y a eu tellement de taxes tout d'un coup sur finalement les cotisations sociales qui sont passées du forfait au réel obligatoirement pour tout le monde, et ben, énormément d'emplois qui sont retournés dans la précarité, dans le non déclaré. Et finalement, tout le monde est perdant. Les caisses publiques sont perdantes parce qu'elles ont la recette a baissé. Ceux qui travaillent à domicile sont perdants parce qu'ils ont une moins bonne couverture sociale et à terme une moins bonne retraite. Les employeurs qui emploient ces personnes à domicile sont en danger potentiel parce que s'il arrive quelque chose à leur personnel à domicile, il y a des gros risques juridiques. Donc c'est pas souhaitable, c'est souhaitable pour personne. Donc dans les prochaines années, il va falloir être plus raisonnable sur la fiscalité et plus inventif sur la baisse de la dépense. Et nous, on va documenter toutes les baisses de dépenses possibles. On va les documenter et on va faire l'addition. Et on va documenter d'une part les baisses de dépenses et d'autre part les baisses de la fiscalité et où il faut les faire. Et l'idée, c'est pas de faire une révolution fiscale, de changer complètement l'impôt, etc. Il faut déjà faire baisser la pression. Et puis après, on verra. Hein. Quand on aura relancé la machine à créer des emplois et tout, là, je voyais un ministre suisse des Finances du canton de Vaud qui m'expliquait qu'ils étaient en train de passer l'impôt sur les sociétés à 12%, qu'il était arrivé aux manettes avec une énorme dette de ce canton qui était vraiment la lanterne rouge de la Suisse, qu'il était à 10 milliards de dettes pour un canton de 800 000 habitants, donc c'était quand même assez considérable. Ils ont fait une votation, ils ont demandé, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec le plan qu'on vous propose, 2 tiers de baisse de dépenses, 1 tiers d'augmentation d'impôts? Et les habitants, les Vaudois de ce canton ont dit, on refuse l'augmentation d'impôts, on veut que de la baisse de dépenses. Et moi, je suis persuadée que si on posait la même question aux Français, ils diraient on veut des baisses de dépenses et on veut plus d'augmentation d'impôts. Et donc, ça passe aussi par des référendums. Ça passera par des référendums, pas que des référendums, parce qu'on va pas en faire tous les 4 matins, mais la légitimité, oui, ça coûte cher, mais un référendum avec 3 ou 4 questions bien senties, qui montrent que l'opinion publique soutient la réforme de fond et on est demandeur de cette réforme de fond et de plusieurs réformes de fond, je crois qu'on n'en fera pas l'économie. Parce que vous voyez, rien que sur les collectivités locales, on voit bien que le fait d'avoir un temps de travail qui est très souvent inférieur aux 35 heures, c'est des millions d'heures perdues par an au service de la collectivité. Et après, il ne faut pas s'étonner que ça coûte cher en masse salariale. On a pris 1 milliard de masse salariale par an de plus. Hein, on était à 23 milliards de masse salariale au niveau des communes et interco. On est maintenant à 34. Et ça, c'est une évolution qu'il faut mettre aussi en regard du temps de travail dans les collectivités. Hein, et ce temps de travail, il est en moyenne, c'est ce que dit la Cour des comptes, à 1567 heures au lieu de 1607 heures. C'est-à-dire que chaque agent fait tous les ans 40 heures de moins que ce qu'il devrait faire. Et là, je ne vous parle même pas de ce que ça donnerait si on les remettait aux 39 heures. Là, c'est comme si on créait 500 000 postes du jour au lendemain sur l'ensemble des fonctions publiques. Donc vous voyez, on a une marge énorme. On peut très bien ne pas embaucher dans la fonction publique pendant plusieurs années, remonter le temps de travail et on aura une aussi grande qualité, voire une meilleure qualité des services publics sans aucun problème. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut arriver à mettre sur la table
Et même Marie-Lise Lebranchu a créé un groupe de travail sur ce sujet, et on va être auditionné sur cette question, à la rentrée, là, en janvier, sur la question du temps de travail des agents dans les collectivités. Parce qu'on a tellement publié à l'IFRAP sur ces questions, que ça devient un sujet. Ça devient un sujet parce que même les ministres, hein, comme Valigny, là, dans le canton, enfin, pardon, non, pas dans le canton, mais dans le département de l'Isère, il a eu beaucoup de mal à remettre ses agents aux 35 heures. Non ? Et donc, dans les prochaines années, on verra, à mon avis, la suppression des RTT aussi. Hein. On parlait du département de la Seine-Saint-Denis, là, parce que Claude Bartolone est quand même sur la dernière ligne droite de la campagne en Île-de-France. En Seine-Saint-Denis, le temps de travail réel de la plupart des agents, il est dans les 1486 heures, au lieu des 1607 heures. C'est la Cour des comptes qui le dit. J'ai un document là, rapport de la Cour des comptes sur la gestion des ressources humaines en Seine-Saint-Denis, et vous avez 50 jours de congés par an pour les éducateurs. Hein. Et là, je ne vous parle pas de l'absentéisme, hein, je vous parle de... Et en plus, il faut rajouter des chiffres d'absentéisme qui sont très largement supérieurs pour la Seine-Saint-Denis au département des Landes, puisqu'on est à 29,56 jours d'absence pour les agents du département de Seine-Saint-Denis. C'est quasiment le nombre de jours de la Corse. Hein. Vous voyez, donc là, on est sur des questions qui finissent par intéresser énormément les Français. Et moi, je vois, là, on va sortir une étude sur l'absentéisme dans les hôpitaux. On a pris tous les CHU de France. Et on a plusieurs titres de journaux qui veulent absolument notre étude. On est en train de la finaliser. Et on arrive à un nombre de jours incroyable. Vous savez qu'on était à 600 000 agents dans les hôpitaux publics en 1980. On est à 1 200 000 agents aujourd'hui. On a doublé. Est-ce qu'on est bien soigné? La question c'est est-ce qu'on est mieux soigné? Je ne pense pas qu'on soit vraiment mieux soigné. Mais heureusement, on a encore de très bons médecins dans les hôpitaux. Heureusement. Mais le fait qu'ils ne soient pas évalués à la performance, qu'ils ne soient pas mieux rémunérés s'ils sont bons, etc., fait que nos meilleurs, ils partent à l'étranger aussi. Et ça, c'est... Et après, on a des problèmes pour remplir les postes et on fait venir effectivement des médecins de l'étranger. Moi, je rencontre beaucoup de grands chirurgiens de la PHP à Paris qui me disent on va partir. On va partir. Parce qu'on n'en peut plus. Et quand vous voyez les taux d'absentéisme, c'est considérable, hein, c'est 30 jours, là je parle du personnel non médical, 30 jours en moyenne par an, la moyenne de tous les CHU c'est autour de 28 jours. Hein. Et là je ne vous parle pas des RTT et tout, là c'est l'absentéisme en plus des RTT, en plus des congés. Hein. Donc, ça tient à quoi? Alors, ça tient à un problème d'incitation. À la paresse? Non, d'incitation au travail, justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire, ceux qui sont plus présents et ceux qui sont très mobilisés par leur travail ne sont pas mieux rémunérés que ceux qui ne le sont pas. Et il faut valoriser les bons éléments, il faut les rémunérer à la performance et tout. Mais Patrick me dit que mon temps de parole mon temps de travail est écoulé.